tous. Je tiens tout d'abord à remercier Pascal Cusig, président de l'association Protection de l'enfance, Coup de pouce Protection de l'enfance, mais également tous les membres organisateurs de ce colloque, pour l'invitation à exposer sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la prescription des crimes et délits commis contre les mineurs. Cette question, finalement, fait régulièrement l'objet de débats animés. Pas moins de 5 propositions de loi présentées en 2 ans, et sans compter les amendements qui ont été déposés, donc soit en faveur d'une imprescriptibilité, soit en faveur d'un allongement des délais de prescription. Encore tout récemment, vous le savez, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a présenté devant le Parlement son projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. C'est dire que cette problématique est sans doute possible d'une actualité incandescente. La prescription est régie par les articles 6 et suivants du Code de procédure pénale. Il s'agit finalement, ni plus ni moins, de l'oubli de l'infraction, en raison de l'écoulement d'une certaine période de temps, définie par la loi. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela signifie que, passé ce délai de prescription, les instances judiciaires ne pourront plus être saisies et qu'elles ne pourront plus poursuivre le ou les auteurs des infractions. Donc, clairement, la prescription est une cause d'extinction de l'action publique. Hérité du droit romain, le principe de la prescription compte parmi nos institutions séculaires et substantielles en droit répressif. Ce principe repose traditionnellement sur des fondements assez simples. Le premier fondement, celui du droit à l'oubli, occupe une place très importante dans notre société qui est de culture judéo-chrétienne. Et dans cette société de culture judéo-chrétienne, les notions de pardon et de repentir sont des notions clés. L'idée finalement est que, une fois écoulé un certain délai, une fois écoulé un certain temps, le trouble social disparaît, la poursuite et la peine finalement perdent d'utilité, et à l'instar de la justice affublée de son bandeau blanc, la conscience collective, elle aussi, doit fermer les yeux sur l'affront pour retrouver ce que l'on pourrait dire un semblant de paix sociale. Le second fondement de la prescription est celui de la préservation de la sécurité juridique. D'une part, pour éviter le dépérissement des preuves, qui pourrait conduire à des erreurs judiciaires, et Pascal Cusig nous parlera tout à l'heure effectivement des preuves de manière plus développée. D'autre part, pour sanctionner l'inaction des instances en fait, chargées de rapporter la preuve, et implicitement l'inaction aussi de la victime. Néanmoins, depuis quelques années, force est de constater que la prescription et ses fondements se heurtent à la controverse et aux réticences croissantes de l'opinion publique. Et pour cause, il ne serait pas injustifié d'affirmer que la prescription, que ce soit d'ailleurs en matière pénale ou en matière civile, représente finalement une privation de droit. En l'occurrence, la prescription pénale est une contrainte évidente au droit de punir. Dans l'imaginaire social, elle est plus que jamais assimilée à cette idée d'immunité, cette idée d'impunité accordée aux déviants. Et également, c'est une paralysie à la réponse pénale qui est pourtant jugée, qui est pourtant perçue comme légitime. Sur un ton provocateur d'ailleurs, un auteur nommé Garçon disait que la prescription est en réalité le privilège pour le coupable de n'être plus poursuivi lorsqu'une certaine durée s'est écoulée. Le privilège pour le coupable. La prescription pénale fait en particulier débat, on l'a vu tout à l'heure, s'agissant des infractions sexuelles commises contre les mineurs, puisque ces infractions sont perçues comme étant les plus choquantes.
perçues comme étant les plus choquantes, d'une part au regard de la vulnérabilité des victimes qu'elles touchent en raison de leur jeune âge, mais également en raison de leur faculté de discerner et de consentir. C'est d'autre part au regard de l'importance du phénomène criminel que de son faible taux d'élucidation et de punissabilité. En effet, on estime aujourd'hui, alors, ça ne fonctionne pas évidemment, voilà. On estime aujourd'hui qu'un enfant sur 5 est victime d'agressions sexuelles en Europe, selon le Conseil de l'Europe. Et sur la période 2012-2016, le taux de prononcé de peine privative de liberté est de 30,1% pour des faits principaux ou uniques de viol commis sur mineurs de 15 ans. Ce n'est pas beaucoup, c'est très peu. On regarde ensuite de la spécificité de cette criminalité, effectivement, qui, on le sait, se commet en la plupart des cas à l'intérieur de la sphère familiale, où vont se mêler contraintes psychologiques, loi du silence et conflits de loyauté, ce qui va entraver forcément la libération de la parole. Et enfin, c'est au regard des conséquences de cette violence. Conséquences médicales, conséquences psychologiques, réactions victimologiques et réactions criminogènes de cette violence commise dès l'enfance. Le problème, c'est que le même mal peut engendrer de multiples pathologies sans qu'il soit possible de les prévenir, de les anticiper, et donc finalement ce qui rend complexe les soins à apporter dans ces différents cas. Aujourd'hui, finalement, il ne peut être nié que le régime des prescriptions des infractions commises contre les mineurs est en demande d'une réforme, d'une reconfiguration durable et d'une reconfiguration appropriée. Je vous propose dans un premier temps de dresser l'état des lieux de notre droit positif en la matière, et nous envisagerons dans un second temps le droit prospectif, c'est-à-dire le droit pour le futur, à travers certaines réflexions qui seront détaillées dans la version écrite de cette communication. Voyons déjà le régime général des prescriptions. Au cours des dernières années, on a eu pas mal de réformes qui sont venues détailler ou préciser le régime des prescriptions, s'agissant donc des crimes et des délits commis contre les mineurs. Donc, que ce soit sur les délais de la prescription, mais également sur le point de départ du délai de la prescription. Et ça, j'insiste dessus, puisqu'on le verra tout à l'heure. Commençons tout d'abord par les délais de la prescription. Les infractions qui sont commises contre les mineurs sont répertoriées dans le Code pénal à l'article 706-47. Cet article a été créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la criminalité, pour l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Par dérogation, les crimes et les délits spécifiques, c'est-à-dire commis contre les mineurs, se voient appliquer un régime particulier. En matière criminelle, tout d'abord. Parce que tout d'abord, il faut que je vous explique un petit peu les règles de prescription pour qu'on s'y retrouve. D'accord ? En matière criminelle, sous l'empire de la loi de 2004, loi donc du 9 mars 2004 dont j'ai parlé à l'instant, une véritable gradation était opérée entre les crimes ordinaires et les crimes spécifiques commis contre les mineurs. Plus précisément, les crimes sexuels commis contre les mineurs. Les crimes simples étaient prescrits par le délai de prescription, de droit commun de 10 ans. Et lorsqu'ils étaient commis à l'encontre de mineurs, ils étaient soumis à la prescription de 20 ans. Cela permettait donc de marquer une certaine gravité et de marquer aussi la spécificité des crimes sexuels perpétrés à l'encontre des mineurs. Mais avec l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale, cette distinction a été gommée. En effet, ce texte est venu doubler les anciens délais de prescription de droit commun pour les crimes et les délits.
Vous voyez que les contraventions sont toujours d'un an, ça n'a pas changé. Mais pour les crimes, on est passé donc de 10 ans à 20 ans, et pour les délits, de 3 à 6 ans. Quelle est la conséquence de ça? Eh bien, dès lors que les crimes génériques et les crimes commis contre les mineurs sont prescrits selon les mêmes conditions temporelles, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en portant à 20 ans le délai de prescription de toutes les infractions criminelles, la loi de 2017 conduit finalement à poursuivre un viol commis par ascendant selon la même prescription, de la même manière qu'un viol commis par un auteur lambda sur une victime inconnue. Alors qu'on est bien d'accord qu'on est quand même sur 2 niveaux de gravité différents. Beaucoup d'associations y ont vu une certaine banalisation des crimes sexuels à l'encontre des mineurs. Un tel constat, en effet, paraît d'autant plus illogique que des crimes, certes graves, mais somme toute ordinaires, tels que ceux commis en matière de trafic de stupéfiants, ont eux été assortis du délai de prescription de 30 ans. Donc, l'objectif premier du texte de 2017, qui était de mieux adapter les délais de prescription aux attentes et réalités sociétales et la justice à son temps, ne semble pas avoir été atteint en l'espèce. C'est le moins qu'on puisse dire. Passons maintenant à la matière délictuelle. En matière délictuelle, maintenant, les faits délictueux commis à l'encontre d'un mineur sont répartis selon une classification bipartite et seront prescrits soit par 10 ans, soit par 20 ans en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction. Depuis 2004, la liste des délits énumérés à l'article 706-47 s'est considérablement allongée. Dès lors, ont fait leur apparition des infractions nouvelles, telles que le délit de traite des êtres humains à l'égard des mineurs, mais également tout ce qui est donc du coup sites et images pédopornographiques, ou encore l'incitation d'un mineur à subir ou à commettre des mutilations sexuelles. Ces délits se prescrivent par 10 ans. D'accord? 10 ans pour ces délits. Il en va de même pour le délit d'agression sexuelle des articles 222-27 à 222-31-1 du Code pénal, et il en va également de même pour l'atteinte sexuelle des délits des articles 227-25 et 227-27 du même Code. En revanche, depuis la loi de 2017, lorsque les agressions et les atteintes sexuelles auront été commises à l'encontre de mineurs de 15 ans, le délai de prescription sera étendu à 20 ans. Ce même délai de prescription va s'appliquer pour le délit de violence volontaire aggravée ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours. Ce qui, moi, m'interpelle ici, c'est que le délai spécial de 20 ans n'a pas été prévu pour les agressions sexuelles incestueuses de l'article 222-28 du Code pénal. Celle-ci reste en effet soumise à la prescription de 10 ans. Cela semble peu logique lorsque l'on sait encore une fois la spécificité de cette criminalité, donc l'inceste, lorsque l'on sait la complexité et les difficultés d'élucidation de ces affaires. Pourtant, la précédente loi de 2004, dont on a parlé tout à l'heure, avait tiré toutes les conséquences de ces spécificités, puisqu'elle assortissait déjà les agressions sexuelles incestueuses du délai étendu de 20 ans. Ce choix, finalement, de ne plus prescrire les agressions sexuelles incestueuses par 20 ans est d'autant plus paradoxal que le législateur de 2014 avait mis un point d'honneur à inscrire expressément dans le Code pénal la qualification d'inceste. Et on se demande dès lors quelle est
l'intérêt, encore une fois, la portée juridique de cette qualification d'inceste, si effectivement, lorsque l'on vient allonger des délais de prescription, on ne prend pas effectivement en compte les agressions sexuelles incestueuses. Là encore, je me pose la question. Alors, autant dire que je suis à la moitié de mon intervention, donc je vais faire vite. S'agissant donc du coup ensuite du point de départ de la prescription, effectivement on a parlé des délais, mais le point de départ de la prescription est tout aussi important. Pourquoi? Le point de départ de la prescription, c'est le délai à partir duquel on fait courir le délai de prescription. Vous comprenez que stratégiquement, cela a une importance considérable, parce que plus l'écoulement du délai de prescription est retardé dans le temps, plus les autorités finalement chargées de l'administration de la preuve disposent de temps pour instruire l'affaire. En principe, lorsqu'il s'agit des infractions instantanées, c'est-à-dire celles dont tous les éléments constitutifs vont se consommer dans un trait de temps, c'est le cas par exemple du vol, mais également des infractions sexuelles, viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle. Dans ce cas-là, normalement, le délai de prescription commence à courir à compter du jour de la commission de l'infraction. Jour de la commission de l'infraction. Toutefois, afin de donner finalement aux victimes mineures la possibilité d'agir en justice en ayant la pleine capacité, la loi de 1989 a accordé à ces victimes un report du délai à leur majorité. D'accord? Donc, en clair, aujourd'hui, une victime peut déposer plainte jusqu'à ses 38 ans, lorsqu'elle aura été victime d'un crime ou d'un délit aggravé, ou jusqu'à 28 ans, lorsqu'elle aura subi un délit moins grave. D'accord? Soit, et juste rapidement, la difficulté ici, c'est que l'on parle d'une violence subie pendant l'enfance, c'est-à-dire une violence qui va faire l'objet d'une révélation tardive. Tardive en raison du jeune âge de la victime, tardive en raison du sentiment de honte que cette victime pourra ressentir même une fois devenue adulte, et tardive également en raison des relations d'emprise, d'autorité et d'affect qui lie la victime à son auteur, mais surtout tardive par rapport à son incapacité parfois à se souvenir des faits. Cette fameuse amnésie traumatique dont on a parlé précédemment. Or, actuellement, les délais de prescription en vigueur ne permettent pas de prendre suffisamment en compte cette révélation tardive de cette violence commise pendant l'enfance, surtout lorsque l'on sait que l'amnésie traumatique sera en général, en moyenne, levée à 40 ans. Je vous ai parlé tout à l'heure de 38 et 28 ans. On en est un peu loin. Ça veut dire que bon nombre de faits resteront effectivement lettres mortes, seront complètement prescrits avant que la victime ait réussi à parler. Le nouveau projet de loi Schiappa, rapidement, il faut conclure, le nouveau projet de loi Schiappa est venu apporter un certain nombre de... va venir dresser en fait les nouveaux contours du droit prospectif, d'accord? Il était en examen devant l'Assemblée nationale dernièrement, et juste 3 points qui ont été importants dans ce projet. Le premier point, c'est le report du délai de prescription, non pas effectivement à la majorité de la victime, mais les associations avaient déposé donc un amendement demandant à ce que ce délai soit reporté en considérant effectivement qu'il s'agissait d'un obstacle insurmontable. Un obstacle insurmontable empêchant finalement la mise en mouvement de l'action publique. D'accord? D'ailleurs, cet amendement n'a pas été retenu, mais il est assez intéressant effectivement de se rendre compte que prévoir en fait un tel report du délai permettrait limite d'établir en fait une imprescriptibilité de fait pour ces infractions en fonction du moment où l'amnésie traumatique sera levée, d'accord? Donc, possibilité effectivement de dire que l'amnésie traumatique est un obstacle insurmontable, soit, c'est un argument qui me semble intéressant, mais attention quand même, parce que ce n'est pas nouveau.
La jurisprudence avait déjà tenu cette position s'agissant des infractions dissimulées ou des infractions occultes, c'est-à-dire ce sont des infractions à caractère clandestin dont la révélation en fait sera retardée, d'accord? Donc la découverte sera rendue beaucoup plus compliquée. Oui. Tout à fait. Donc juste les deux derniers points. Article 1er du nouveau projet, d'accord, qui effectivement prévoit aussi un report, un allongement en fait des délais à 30 ans, d'accord, pour les crimes sexuels et les meurtres. On pourra en discuter tout à l'heure lors des questions. Et dernier point, sur la question effectivement de l'imprescriptibilité qui a été posée et qui va encore être posée par la suite, d'accord, où finalement cette imprescriptibilité pour le moment est encore retoquée. On a unanimement en fait refusé finalement de retenir cette imprescriptibilité pour le moment. Je vous remercie, désolée pour ce qui est un petit peu